Oui, alors celle que j'utilise, qui est celle qui est inspirée par Ostrom, qui est aussi utilisée par des amis à moi comme David Bollier, etc. C'est donc une sorte de définition tripartite, c'est-à-dire que les communs, c'est purement quand même un objet. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui est co-construit, co-maintenu en commun. Ça peut être immatériel, ça peut être matériel, ça peut être du logiciel libre, ça peut être une forêt. Ça peut être une coopérative de mobilité, coopérative en ville. Deuxième aspect, c'est que c'est une activité, ça veut dire que c'est un choix. Donc il n'y a pas des communs qui sont comme ça en dehors de l'humanité. Il faut que c'est l'humanité qui décide d'en faire un commun. Il n'y a pas de commun uniquement objectif, il faut le subjectif et l'objectif en même temps. Et alors au niveau des structures, je dirais c'est le troisième aspect, c'est donc cette autogestion ou autonormativité, c'est-à-dire cette capacité d'un commun de créer ses propres règles de gouvernance. Et c'est ça qui distingue les communs d'une option étatique qui est collective mais où il n'y a pas d'autodétermination de la normativité, ou d'une propriété privée qui est un choix, un droit absolu sur une ressource par une personne ou une entité collective. Donc c'est vraiment ce troisième aspect, donc c'est cet aspect, on va dire, presque démocratique euh, de maintien de cette ressource. Donc que tous les partenaires, les parties prenantes, la communauté soient inclus dans la construction de la gouvernance et des formes de propriété que va prendre ce commun. Oui, alors c'est une des façons pour distribuer de la valeur et distribuer des ressources. Donc on peut faire par l'État, donc c'est un système redistributif. Ça va d'abord vers le haut et puis ça redescend vers le bas. Ça peut être par la réciprocité de l'économie du don, à ne pas confondre au commun, c'est-à-dire je donne quelque chose ou nous donnons quelque chose et nous attendons un contre-don. Donc ça crée en fait une inégalité dans la relation qui doit être rétablie par un contre-don, donc qui était un peu l'organisation des économies tribales, hein, complexes dans le passé. Il y a le marché, selon des critères de prix, etc. Et il y a le commun. Le commun, c'est quand on échange avec un tout. Donc si je suis un développeur de logiciels libre, je vais écrire un morceau de code Linux, je vais le donner à Linux. Mais il n'y a personne qui doit nécessairement me payer ou me faire un contre-don. En fait, je profite du collectif. J'aide le collectif parce que je vais profiter de ce collectif. Donc en anglais, on dit give a brick, get a house. Donc on met une brique et on reçoit toute la maison. Et donc il y a les communs, on va dire, qui sont limités physiquement, où il faut vraiment là qu'il y ait une sorte de réciprocité gérée, c'est-à-dire une forêt, un système d'irrigation. Là, il faut être certain que les gens vont contribuer. Soit aujourd'hui, on est dans le numérique, dans le digital. Donc là, on peut avoir un équilibre beaucoup plus flexible, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il y a des gens qui contribuent et qui compensent les gens qui quittent, le système peut continuer. Et en plus, le fait on est dans la non-rivalité ou même l'anti-rivalité, ça veut dire que une fois qu'on a construit cette ressource, puisqu'on peut la dupliquer à très très bas prix, en fait, elle devient universelle. Donc dans les communs digitaux, on doit en général beaucoup moins s'inquiéter d'un abus de la ressource. Oui, donc selon les études d'Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel en 2009, les communs sont historiquement euh, un mécanisme qui peut maintenir des ressources naturelles, qui les maintient dans la durabilité pendant des siècles. Donc comparé au capitalisme, par exemple, qui est énergivore, qui détruit la planète aujourd'hui, les communs ont prouvé dans la durée qu'elles sont un mécanisme de maintien de ressources, donc dans le temps.
Et aujourd'hui, quand on est dans une surexploitation des ressources, donc mutualiser les infrastructures, ça veut dire diminuer substantiellement le poids de l'humanité sur la nature. Donc, je vais donner un exemple que j'ai pu voir moi-même à Gand. Donc, j'ai fait un projet à Gand en 2016. J'ai établi un plan de transition vers la ville des communs. Et par exemple, il y a une coopérative ou une association de partage de voitures qui s'appelle Dégage. Donc, 130 voitures pour 1300 personnes. On garantit toute la mobilité. Donc, les gens qui sont membres de cette association peuvent toujours avoir une voiture. Et en même temps, selon des études, donc chaque voiture partagée dans ces systèmes-là peut remplacer entre 9 et 13 voitures privées. Donc ça, c'est quand même énorme. Donc on va dire, pour généraliser, qu'on maintient la complexité de ce service avec 80% de moins de matière et d'énergie. Donc ça, c'est énorme. Et tout l'intérêt des communs est là. Donc on voit même dans l'histoire, il y a des études là-dessus. Donc on voit que chaque fois que les civilisations entrent dans un processus de surconsommation, et en fait toutes les sociétés de classe font ça puisque ce sont des systèmes qui sont en compétition les uns avec les autres. Donc pour gagner, il faut surexploiter les ressources, il faut avoir plus que les autres. Et donc chaque fois qu'on voit que les civilisations sont en déstructuration à cause de ça, on voit que les communs reviennent. Donc c'est cyclique. Moi, je crois que le grand danger aujourd'hui, justement, du monde académique, c'est que d'un côté, ils sont très dans la spécialisation. Donc, il y a vraiment comme une interdiction de penser d'une façon systémique, holistique, etc. Donc, chacun dans son petit coin, sans regarder les liens. Et aussi une sorte de séparation entre l'intellectuel et le faire, qui est quand même assez caractéristique de notre modèle académique. Et donc, je crois qu'il faut des gens comme moi, en fait. Hein. Je ne suis pas le seul, évidemment. Hein. Donc, il faut des gens qui font un peu un retour vers une forme d'intellectualité du 19e siècle. Euh, et, et où la faiblesse individuelle, puisqu'on ne peut pas tout savoir, évidemment, se compense par une sorte d'idée d'intellectuel collectif. Donc, moi, j'ai créé la P2P Foundation, la Fondation pour des alternatives pair à pair, justement pour être un intellectuel organique et collectif. C'est un peu l'idée de Gramsci. Donc, il y a des intellectuels qui sont connectés. À l'époque, c'était au mouvement ouvrier. Et donc, pour avoir des intellectuels ou des gens qui pensent, qui sont connectés au mouvement des commoners, donc qui ne sont pas séparés des activistes et des gens du terrain qui sont en train de recréer un nouveau monde. Ça peut... Disons que le problème avec les communs, donc, c'est basé sur l'affinité, sur la libre association, sur le fait que les gens sont libres d'apporter leurs énergies et leurs savoirs à des projets communs, mais ça ne solutionne pas le problème des capacités dans la société. Hein, donc, en même temps qu'on a des systèmes qui montrent, qui sont ouverts et transparents, et qui permettent justement cet engagement sans demander la permission, ça c'est vraiment la nouveauté des communs aujourd'hui. Donc, c'est qu'ils sont permissionless, comme on dit en anglais, donc ce sont des systèmes ouverts. Et ça, avant, ça existait presque pas. Par contre, pour pouvoir adhérer et pour pouvoir contribuer, il faut avoir quand même des capacités. Pour moi, le rôle des services publics, de l'État, des institutions du bien commun, c'est de garantir justement cette capacité contributive. Donc je crois que je suis un peu dans la même veine que Bernard Stiegler. Donc une économie contributive, une société contributive veut dire que l'État doit garantir cette capacité. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes capacités, mais que chacun ait des capacités, peut développer ses capacités
et adhérer à des projets de leur choix. Et puis de créer une économie autour de ces choix passionnés, qui sont en même temps donc des choix pour des projets qui sont soit solidaires et durables et basés sur le partage de connaissances. Donc ces trois aspects, à mon avis, aujourd'hui dans les communs, doivent être euh, présents dans tous les projets. Si on veut survivre, il faut que ce soit durable. Il faut que ce soit solidaire parce qu'on voit bien s'il y a trop d'inégalités dans le monde, il y a des forces antidémocratiques et autoritaires qui vont prendre le dessus. Et troisièmement, on ne peut pas solutionner tous les problèmes techniques et environnementaux si on n'est pas dans le partage de la connaissance. Donc on ne peut pas privatiser les solutions pour les grands problèmes systémiques qui sont en train de détruire la planète. Alors, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choix et de possibilités dans ces méthodes. Je vais donner un exemple. On va prendre les AMAP, donc l'agriculture soutenue par des communautés. Le paysan peut très bien avoir sa terre en privé, ou en coopérative, ou en trust, ça n'a aucune importance. Puis, il y a le collectif des consommateurs. Ce qui est mis en commun, c'est l'écosystème en fait. C'est-à-dire qu'on décide d'avoir un marché socialisé où il y a une solidarité entre les consommateurs et les producteurs. Donc on n'est plus dans le capitalisme avec donc une tension entre l'offre et la demande qui est fortement influencée par le rapport de force. On est dans un système de production et de consommation unifié en écosystème qui est basé sur une solidarité. Donc le commun dans ce cas-là, c'est un écosystème. C'est pas nécessairement la terre du paysan ou vous voyez ce que je veux dire. Donc ça dépend. On peut être très souple dans ce qu'on met en commun. En fait, ce qu'on met en commun, c'est le choix. Ça va être le choix de ces communautés ou de ces partenaires. Donc on va dire qu'est-ce qu'on va mettre en commun et quelles sont les règles qui vont gérer cette mise en commun. Donc je crois qu'il n'y a pas une réponse fixe à ça. On peut faire une coopérative, on peut faire du non-dominium par exemple. Donc non-dominium c'est comme un trust, c'est-à-dire que ça appartient à tout le monde et à personne. On peut faire la propriété distribuée, hein, où chacun garde son apport mais le met dans un pot commun. Donc il y a vraiment une grande diversité et c'est ça qu'on aime aussi dans les communs, je crois. Donc c'est pas une idéologie, on va dire, où il y a une voie à suivre. C'est une façon de penser, une façon de vivre, des valeurs, mais dans ce cadre-là, on est très très libre de choisir comment on va gérer son commun. Et le deuxième problème qu'on va avoir, c'est puisqu'on ne vit pas dans le monde qu'on a choisi, c'est quelles seront l'interface des communs avec le marché dominant et avec l'État dominant. Donc, moi je travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire ce que j'appelle en anglais institution design, donc du design institutionnel. Donc la coopération public commun et privé commun. Et donc en général, ma vision est la suivante. Donc en tant que commun, on va déclarer la souveraineté de la valeur. C'est-à-dire, nous allons déterminer, comme producteurs entre pairs, ce que pour nous veut dire une contribution. Et on va décider sur un système qui va permettre que si on réussit économiquement à vivre de nos communs, de redistribuer cette valeur selon notre système de valeurs. Mais on reste dépendant en général du marché extérieur et éventuellement du capital de l'État. Et donc on va créer une sorte de membrane et qui va gérer l'interaction entre les deux. Donc des institutions pour la coopération publique commun, puisqu'aujourd'hui on est dans le public-privé. Hein, on a des PPP, partenariats public-privé, mais on n'a pas l'équivalent pour le monde social et civique et commun. Quand on regarde l'histoire, depuis au moins déjà 5000 ans et probablement plus, on voit que toutes les sociétés ont des sociétés hybrides. C'est-à-dire il y a des côtés redistributifs,
il y a des côtés marchands, il y a des côtés du don, et il y a les communs. Ce qui a changé, c'est quelle est la note dominante. Donc, par exemple, dans un monde tribal, c'est l'économie du don. Dans un monde qui est basé sur la force militaire, donc on va dire la féodalité, etc., les empires, les royautés, c'est la redistribution. Hein, on prend en échange de la protection et puis on redistribue éventuellement. Donc on peut s'imaginer, c'est ça que je fais, donc une société qui n'est ni dominée par l'économie du don, ni dominée par l'État redistributif, ni dominée par le marchand, mais qui est centrée autour des communs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des communs. Et donc du point de vue des commoners, si c'est une utopie de dire qu'il n'y aura que des communs, et c'est mon avis, donc il y aura des formes hybrides, et je crois même que c'est bon pour la santé des sociétés, qu'il y a différentes options. Donc, ce qu'on doit faire, c'est faire ce que les capitalistes ont fait avant nous. C'est-à-dire, quel est l'État qu'on veut, hein, qui marche pour nous. Hein, donc, par exemple, quand on voit les soi-disant démocraties qui ont été créées par la classe bourgeoise, le vote, c'était uniquement pour les bourgeois. Il fallait avoir de l'argent, il fallait avoir de la terre. Donc, ni les ouvriers, ni les domestiques, ni les femmes avaient le droit au vote. Donc, ils ont créé un État, une forme de démocratie qui fonctionnait pour eux. Les communs, à l'époque, ils n'en voulaient pas, donc ils ont privatisé les communs. Aujourd'hui, on a un capitalisme plus intelligent, qui est un capitalisme, moi je l'appelle proudhonien, parce qu'il cherche le surplus dans la coopération. Il va nous mettre en relation, les places de marché en ligne, etc., Facebook, Uber, Airbnb, et ils vont directement capter justement nos dynamiques pair à pair. Voilà. Et moi, je propose de renverser cette vision, c'est-à-dire, voilà ce qu'ils font, c'est normal, mais nous, on va faire la même chose. On va faire la cooptation à l'envers. Quel genre de marché est-ce qu'il nous faut, nous, pour bien vivre dans les communs? Quel genre d'État nous faut-il pour bien vivre dans les communs? Non, non, c'est une forme d'organisation, mais c'est-à-dire que, donc, premièrement, il y a une sorte d'encapistation générale. Donc, ça, c'est la société qui doit le prévoir. Donc, c'est l'éducation, la formation, etc. Et puis, si on voit du point de vue des communs, il y a tous des processus de ce qu'on dit en anglais. Je m'excuse, hein, je travaille dans la langue anglaise. Donc, ce qu'on appelle onboarding. Donc, il faut des processus justement pour aider les gens à joindre les communs, à connaître leur culture, à connaître les critères de qualité du travail qui sont requis, etc., etc. Donc il y a tout un travail à faire qui est donc on ne prend pas les gens simplement comme ils sont, il faut les aider à s'auto-actualiser. Mais ça c'est encore, je dirais, une vision encore très individualiste. Mais donc une sorte aussi à côté de cette auto-actualisation, cette mise en commun. On peut très bien s'auto-actualiser dans des choses qui pourraient être négatives pour la société et l'environnement. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une sorte d'alignement entre les deux. Il faut que l'auto-actualisation puisse se retrouver dans des projets de mise en commun qui participent à cet effort de trouver des solutions systémiques aux crises structurelles à lesquelles nous faisons face. Je ne sais pas s'il y a un levier, mais je crois qu'en fait le comment est le levier, c'est-à-dire euh, en anglais on dit commoning is caring. Hein. Disons que le commun, je suis désolé pour tous ces mots anglais, c'est it's an object-oriented sociality. Donc c'est une socialité qui est déterminée par l'objet euh, que nous aimons et que nous voulons construire ou protéger. Et donc on voit que selon l'objet, que ce soit du logiciel libre ou du hardware ou un commun urbain ou un projet productif avec des machines, etc.,
on va voir que les communs sont différents, puisque la logique d'être ensemble dépend de cet objet social qu'on est en train de co-construire. Et donc beaucoup va dépendre de ça. Et donc on voit ce qu'on voit dans les communs, c'est souvent premièrement des chartes. Il y a des chartes sociales. D'ailleurs, il y a un mouvement en France j'ai oublié le nom, mais qui insiste très fort sur les chartes sociales. Je trouve ça très bien. Et je crois que c'est une innovation française. Il y a les lieux, le mouvement des tiers-lieux open source, c'est encore une innovation française. Et il y a les licences. Donc il y a tout un outillage qui va se mettre en place pour faire marcher le commun. Et je suis tout à fait d'accord, et c'est vrai que c'est pas mon point fort, qu'il faut des changements culturels, subjectifs, intersubjectifs par rapport à ça. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le collectivisme. On peut, si on veut, hein, si on veut aller dans un monastère, ou si on veut aller dans la coopérative catalane intégrale, donc on est beaucoup plus dans le collectivisme. Moi, je crois plutôt ce qu'on appelle en anglais cooperative individualism. Donc, je crois qu'on est des individus individués, c'est-à-dire qu'on a des projets de vie qui nous sont propres, et donc on n'est plus heureux de devoir rester dans des communautés obligatoires. Donc, pour moi, le monde des communs d'aujourd'hui, c'est plus un commun où on est dans son village, on ne peut pas le quitter parce qu'on fera le même job que son papa. On est plutôt dans un monde nomadique. Ça ne veut pas dire qu'on doit bouger tout le temps, mais ça veut dire qu'on peut changer de projet, changer de pays, et on choisit ses communs. Et ça veut dire qu'on peut rentrer et sortir des communs. C'est la différence, par exemple, avec une secte, où pour rentrer, on vend sa maison, et puis quand on quitte, on n'a plus rien. Si on a des communs où on peut rentrer et apporter non seulement son énergie, mais peut-être des petits investissements, etc., mais il faut pouvoir en sortir pour aller investir dans un autre commun, selon les priorités qu'on a dans sa vie et ses valeurs propres. Donc toute la difficulté aujourd'hui, c'est cet engrenage de... voilà. Mais comme on peut choisir ses projets, on est quand même dans la liberté, je trouve. Ça, c'est très important. Et souvent, au niveau culturel, quand on voit la vieille gauche et la nouvelle, enfin, les forces des communs, on va voir que les anciennes forces de gauche font souvent raisonner en termes de rareté. Il y a une bonne analyse et une bonne voix. Et ils vont se disputer, et en général aussi splitter parce qu'ils ne sont pas d'accord sur leur analyse. Tandis que dans les communs, on va dire, ben, on va créer une infrastructure. Ça permettra aux gens d'essayer de contribuer à solutionner un domaine particulier, mais en fait, on ne connaît pas la solution. Et donc, il y aura du prototypage, il y aura de l'expérimentation. La seule chose qu'on a besoin, c'est un cadre de protection de l'intégrité de l'écosystème. Donc, on voit que dans les communs, il y a des hiérarchies de contrôle, mais pas des hiérarchies de commande. Il n'y a pas des chefs qui disent il faut faire ça. Chacun peut écrire pour le Wikipédia, mais il y a des rédacteurs qui vont dire ah non, ça c'est pas bon assez. Alors, en général, pour moi, ce que j'ai pu observer dans le monde, on va dire des communs immatériels, donc logiciels libres et open hardware, mais en même temps, j'ai aussi vérifié ça dans les communs urbains à Gand. Donc, il y a vraiment une organisation tripartite. Donc, c'est-à-dire, il y a la communauté productive. Puisqu'aujourd'hui elle est ouverte, elle ne s'identifie plus à une coopérative ou une entreprise, puisqu'il y a des gens de plusieurs entreprises et des individus libres qui vont pouvoir rejoindre le projet. Donc la communauté productive, elle existe en tant que telle, en tant qu'entité de tous les gens qui contribuent à un moment donné à maintenir un projet. Deuxième entité, c'est la coalition entrepreneuriale. Donc c'est tous les gens qui, autour de ce commun, vont essayer de vivre et créer des entreprises, des coopératives, etc. qui vont... donc on a le logiciel Linux qu'on peut copier gratuitement, donc qui est en dehors du marché, mais il y a la formation, la certification,
écrire du code pour autrui, pour contre-paiement, etc. Donc il y a toute une économie qui est autour de Linux qui s'est créée. Donc ça, c'est la coalition entrepreneuriale. Alors souvent, il y a une troisième institution, presque toujours, hein, vraiment à 95%, c'est l'association qui gère l'infrastructure. Donc c'est-à-dire de Linux Foundation, de Wikimedia Foundation. Et j'ai vu ça à Gand aussi dans les villes, que derrière les projets communs, il y avait souvent des ONG qui avaient créé les conditions pour cette mise en place de ces projets. Et donc, cette association va, on va dire, non pas diriger le projet, mais va faire en sorte qu'elle est possible. Donc, elle va gérer les infrastructures de coopération. Elle va gérer les conflits, par exemple, entre les communautés de contributeurs et les entreprises. Parce que parfois, les intérêts ne sont pas les mêmes. Ah, ça c'est difficile. Euh, mais je crois que donc il faut en tout cas un consensus au niveau de l'objet. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est ensemble. Et il faut des constitutions, donc je crois que ça il faut protéger. Donc il faut protéger les communs de dérive. Donc il faut quand même qu'il y ait une sorte de un leadership ou un noyau qui va défendre l'intégrité du projet. Donc ça je crois que c'est important. Donc ça veut dire que la démocratie n'est pas totale. Donc on ne peut pas dévier les communs, il faut les protéger. Deuxièmement, il faut la clarté. Donc il faut que tout soit clair. Donc on se met d'accord, même si on peut adapter, mais que comment est-ce qu'on va distribuer la ressource, qui peut avoir accès quand. Donc il faut qu'il y ait une mise en commun des règles. Et troisièmement, et ça c'est vrai que je suis pas très fort là-dessus, c'est la culture, hein, c'est tout le travail culturel. Moi, je me rappelle une conversion avec Enspiral, qui est une coopérative qui travaille avec plusieurs communs, Lumio, etc., en Nouvelle-Zélande. Et le fondateur me disait, tous nos membres ont traversé une crise spirituelle. C'est-à-dire, ils ont tous traversé un moment où ils ont dit, je peux plus, j'en peux plus. Je ne peux plus travailler pour ce système qui me rend malheureux, qui empoisonne les relations avec mes collègues, qui détruit la planète. Enfin, il y a une, qui m'a créé un burn-out. Enfin, mais il faut qu'il y ait cette crise spirituelle. Et il faut choisir. Il y a des communs pour chacun. Et on doit être assez intelligent pour voir quelle est la culture qui nous correspond et qui va nous rendre heureux. La fraternité, elle vient des guildes, hein. Donc c'était dans une société de classe, il n'y a pas de fraternité. Il y a la soumission, il y a les esclaves, il y a les maîtres. Ce sont les guildes qui ont créé la fraternité et les groupes monastiques, où les gens ont quelque chose en partage. Donc moi je crois que la vraie fraternité, c'est pas uniquement de l'intersubjectif. Elle est aussi basée sur un champ qui nous unit. Et ce champ, c'est le commun. Donc il y a une sorte de dialectique. Il n'y a pas comme ça une fraternité abstraite. Je crois qu'elle est très difficile, hein. Et moi, j'ai lu le livre de Imperium de Frédéric Lordon, où il prône l'impossibilité de fraternité universelle. Je suis pas sûr qu'il est d'accord, que je suis d'accord, mais en tout cas, il pose le vrai problème, parce que le problème de l'extension de notre capacité de soins, de circle of care. Dans quelle mesure est-ce que je travaille uniquement pour moi, pour ma famille, pour mon village, pour mon commun, pour la nation, pour... Je crois que c'est pas évident du tout pour l'humanité d'étendre ce cercle. Et que donc le commun, c'est une sorte d'intermédiaire nécessaire pour créer cette fraternité.